Beaucoup pour l'invitation. Donc je dois maintenant donner le point de vue du cardiologue et vous allez voir que ce n'est pas très éloigné, heureusement, du point de vue de l'urgentiste. Donc quel antiplaquettaire pour quel patient? Donc même chose, très pratique, je pars sur un cas clinique, 6 h du matin, on a un coup de fil, le patient n'est pas un cardiologue, donc il est beaucoup moins agité, c'est une bonne nouvelle. Il a 64 ans, il a mal dans la poitrine, il suce des cales dans les dérivations inférieures. Il est à 2 heures du début des symptômes, donc assez précoce, et à 5 km de l'hôpital. Il a comme facteur de risque un diabète et un tabagisme actif. Il n'a pas d'antécédents médicaux particuliers. Alors sur l'électro, bon, on va passer rapidement, il n'y a pas de doute. Il y a un sus-décalage du segment ST en antérieur étendu. Et finalement, en faisant le topo pour discuter aujourd'hui avec vous, je me suis dit quelles sont les grandes questions qu'on veut aborder pour les antiplaquettaires dans la prise en charge de l'infarctus. Je pense qu'il y a le choix et le moment d'administration de bloqueurs du P2Y12. Il y a l'utilisation ou non de molécules intraveineuses au moment de l'angioplastie primaire. Et enfin, ça a déjà été abordé par Martine en séance plénière, mais dans le cas spécifique de l'infarctus, quelle doit être la durée de la bithérapie après un infarctus? Donc première question, quel doit être le choix et le timing en fait, des bloqueurs du P2Y12? Alors pour ce patient, je pense qu'il n'y a pas de discussion, il aura de l'aspirine en préhospitalier ou en pré-cath lab s'il arrive aux urgences. Il aura un anticoagulant. Nous, ici, on a mis de l'héparine non fractionnée. Ça peut être discuté, mais ce n'est pas le propos de la présentation. Donc la grande question, c'est quel bloqueur du P2Y12 chez ce patient on est en préhospitalier dans l'infarctus? Alors on sait que les nouveaux bloqueurs du P2Y12, ici le prasugrel dans Triton, le sous-groupe infarctus, c'est un groupe où il y a eu un bénéfice particulier de ces nouvelles molécules et surtout pas d'excès de complications hémorragiques. Donc ça, c'est pour le prasugrel dans Triton. Et sensiblement la même chose pour le ticagrelor dans Plateau, c'est-à-dire un bénéfice particulier dans le groupe infarctus, et surtout pas d'excès de complications hémorragiques. Donc on a vraiment l'impression que le groupe de patients infarctus, SCA, ST+, c'est dans le spectre des SCA, vraiment le groupe idéal où utiliser ces nouvelles molécules. Et c'est la raison pour laquelle ces nouvelles molécules doivent aujourd'hui être considérées comme le gold standard dans l'infarctus. Donc il nous reste une question, c'est finalement à quel moment il faut commencer ces molécules? Est-ce qu'il faut les commencer avant d'arriver au cath lab, c'est-à-dire préhospitalier ou aux urgences, ou est-ce qu'il faut attendre d'être en salle de cathétérisme? Donc c'est l'étude Atlantique dont a déjà parlé Patrick qui a essayé de répondre à cette question. Et globalement, entre une administration avant le cath lab ou une administration au cath lab, alors c'est vrai que le critère primaire ne sortait pas, et notamment parce que la différence entre les deux bras était très courte, on avait 30 minutes. Malgré tout, ce qu'on a vu dans l'étude Atlantique, c'est que le fait de donner ces nouvelles molécules le plus tôt possible, c'est-à-dire avant d'arriver au cath lab, on réduisait les thromboses de stent de façon significative. Donc il y a un bénéfice potentiel, même si c'est un critère secondaire. Mais surtout, il n'y a pas de prix à payer en termes de complications hémorragiques. Donc on a l'impression qu'il y a un bénéfice potentiel et en tout cas, il n'y a pas de surrisque. Donc l'idée, c'est quand même de se dire que ces patients doivent être pré-traités avant d'arriver au cath lab dans le contexte de l'infarctus avec des nouvelles molécules. Et en fait, quand on réfléchit un peu au pré-traitement, donc je ne vais pas trop parler du non-stémie, mais on sait bien que dans l'infarctus, le diagnostic est très facile. On a un patient qui a mal, il suce des cales, ce n'est pas très compliqué. On sait aussi que la probabilité d'avoir une angioplastie à la phase aiguë d'infarctus, elle est très élevée. Elle est en général supérieure à 90%. On sait aussi que c'est une occlusion thrombotique de l'artère, donc la probabilité qu'il y ait du thrombus dans l'infarctus, en général, c'est assez élevé. Donc la logique, c'est que l'intensité du pré-traitement suive en fait finalement la probabilité diagnostique, le thrombus et la probabilité d'angioplastie. Et c'est la raison pour laquelle il paraît logique de faire un pré-traitement dans l'infarctus. En effet, à la différence du non-stémie qui va être discuté après, on a un diagnostic facile, la présence de thrombus certain et une très forte probabilité d'angioplastie primaire. Donc c'est à mon avis un bon rationnel pour proposer un pré-traitement à ces patients. Alors effectivement, le patient va être pré-traité dans ce cas particulier par du prasugrel. Il va arriver en salle de cathétérisme, on ne discute pas la technique, il aura une voie radiale qui montrera une occlusion thrombotique de l'IVA proximale. Comme vous le voyez ici. La question suivante, donc il arrive 40 minutes après l'administration de la dose de charge, donc on sait bien que les nouvelles molécules en 40 minutes, elles ne vont pas être efficaces. Donc la question suivante, on ne va pas discuter des points techniques, le patient sera thromboaspiré, il aura un stent actif, très probablement. Mais est-ce qu'il faut, en sus de la bithérapie préhospitalière, mettre des drogues intraveineuses? Et la grande question, qui est un petit peu moins à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut faire des 2B3A ou est-ce qu'il faut faire de la bivalérudine? Donc dans ce cas particulier, nous on utilisera probablement des 2B3A, mais pas en préhospitalier, mais uniquement au moment de l'angioplastie primaire. Alors pourquoi? Parce qu'on a des données scientifiques dont je vous fais grâce ici.
surtout parce que c'est un infarctus antérieur qui se présente tôt. Je pense que c'est sans doute les bons patients. C'est un patient jeune et diabétique. Et c'est un patient jeune, donc il est à bas risque hémorragique et surtout on est en voie radiale. Donc ça diminue probablement les complications hémorragiques liées au 2B3A. Donc on a probablement ici le patient idéal pour l'administration de 2B3A. Pour ce qui est de la grande question, est-ce qu'il ne faut pas faire de la bivalirudine à la place des 2B3A? Donc là on a lu l'étude Horizon Émail qui a montré effectivement un bénéfice sur la mortalité, un bénéfice sur le risque hémorragique, mais plus de thrombose de stent. Donc le deuxième volet de l'histoire, ça a été Euromax. Un peu moins de 2B3A dans le groupe héparine, on est passé de 98 à 65, un peu plus de radial, et ces évolutions ont fait qu'il y avait plus de bénéfices sur la mortalité, toujours un bénéfice sur le risque hémorragique, et toujours un excès de thrombose de stent. Le troisième volet de l'histoire, c'est l'étude HEAT-PPCI. Là, cette fois-ci, dans le bras héparine, il y avait quasiment le même taux de 2B3A que dans le bras bivalirudine, beaucoup de radial. Et finalement, les modifications entre ces études ont fait que dans l'étude HEAT-PCI, il n'y a plus de bénéfices sur la mortalité, il n'y a plus de bénéfices sur l'hémorragie. Par contre, il y a toujours cet excès de thrombose de stent. Donc, en un mot, l'idée, c'est que le bénéfice qu'on a observé dans les études précoces avec la bivalirudine était sans doute lié à une utilisation excessive de 2B3A et de la voie fémorale. Par contre, ce qui est très constant dans toutes les études sur la bivalirudine, c'est l'excès de thrombose de stent. Donc il n'y a probablement pas de vrai bénéfice en termes de safety avec des pratiques modernes, c'est-à-dire radial et 2B3A de façon sélective. Il y a par contre clairement plus de risque de thrombose de stent et c'est 300 fois plus cher que l'héparine. Donc vous aurez compris ma position. Donc c'est pourquoi chez ces patients on fait plutôt une utilisation provisionnelle en fait de 2B3A. En effet, l'utilisation en routine, c'est-à-dire pour dire 100% des STEMI ont besoin de 2B3A, je pense que c'est clairement plus le cas. Et ce qui est intéressant, c'est quand on interroge les gens d'un centre à l'autre, on se rend compte que les pratiques varient entre 5 et 80%. Donc c'est intéressant de voir qu'on n'a pas exactement la même interprétation de la littérature. Mais on sait malgré tout que le vrai bénéfice, c'est chez les gens qui se présentent tôt, les gens à bas risque hémorragique et les gens avec probablement une forte charge thrombotique. Et c'est exactement le cas de notre patient, c'est la raison pour laquelle il a eu effectivement un bolus d'agrasta. Donc il a été dilaté avec un stent actif. On passe avec un résultat final satisfaisant, un flux TIMI3, une normalisation de l'ECG. Pas de souci particulier. La dernière question, et la troisième, c'est quelle doit être la durée de la bithérapie antiplaquettaire chez ce jeune patient qui a fait un infarctus. Donc là aussi, je vais évidemment pas détailler l'ensemble des études, je vous le promets. Simplement, il faut mettre en balance le risque de faire court, c'est la thrombose de stent, c'est de refaire un accident coronarien. Et le risque de faire long, c'est évidemment de saigner. Donc pour résumer en une diapositive, nous ce qu'on fait, c'est que la règle après un infarctus, ça reste 12 mois. En général, les nouveaux bloqueurs du PDE-Y12, l'un des deux. On fait parfois plus court, dans des cas très particuliers, mais on fait aussi parfois plus long, ce que j'appellerais le DAPT-like, comme dans l'étude dont a parlé Martine. Donc c'est vraiment le concept de la médecine individualisée, c'est-à-dire qu'il y a une règle, mais il y a au moins autant d'exceptions dans un sens que dans l'autre. Et si on veut essayer de résumer sur une diapositive, les critères qui peuvent nous faire pencher en faveur de plus court, c'est évidemment les patients âgés, les patients sous anticoagulants, les patients à haut risque hémorragique, les patients qui ont des stents actifs de nouvelle génération. Et à l'inverse, les patients chez qui on fera un peu plus long, c'est le patient jeune, le patient multitronculaire, le patient qui a eu une angioplastie complexe, qui a déjà fait une thrombose de stent, et évidemment, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, les patients traités avec les premières générations de stents actifs. Donc pour essayer de répondre aux trois questions, le choix et le timing, c'est les nouvelles molécules le plus tôt possible. L'utilisation des drogues IV au moment de l'angioplastie primaire, c'est finalement l'utilisation sélective de 2B3A au moment de l'angioplastie primaire. Et pour ce qui est de la durée, la règle, ça doit sans doute être encore 12 mois, mais avec finalement une individualisation qui fait qu'il y a beaucoup d'exceptions dans un sens plus court ou dans un sens plus long. Je vous remercie. Donc là, on est ouvert à la discussion. Allez-y, est-ce que vous avez des questions? Alors, une première, qu'est-ce qui, dans vos différents centres, qu'est-ce qui fait du 2B3A en amont de l'arrivée au Cath Lab actuellement? Donc, à Nantes, je vois. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et qu'est-ce qui fait les 2B3A uniquement au cours de l'angioplastie? Donc il y a quand même une majorité de personnes en faveur de... Donc Pat, toi tu fais pourquoi tu continues à faire en amont comme Patrick nous l'a bien montré là.
Tout à fait, oui, on suit à peu près le même protocole avec un certain nombre de patients. Un critère supplémentaire qu'on a ajouté, c'est systématique sur un antérieur et c'est discuté par le cathétériseur sur les autres formes d'infarctus. Mais autrement, on est dans ce même cadre, moins de 3 heures. Alors nous, on a moins de 75 ans et infarctus antérieur. Du coup, le SAMU sait qu'il peut d'emblée mettre le traitement et ça repose sur le pool de toutes les études qui montrent que finalement, plus l'anti-GP est donné tôt, plus il va être efficace. Ça correspond à ces études où on voit histologiquement le thrombus fibrino-plaquettaire ou le vrai thrombus organisé. Donc tout ça nous a amené à reprendre ce protocole après une brève interruption pour la bivalirudine. Oui, juste, je voulais dire, je ne sais pas si tu as vu, mais le protocole qu'on avait en 2010 avec Gilles Montalesco, c'était moins de 75 ans, effectivement, et c'était bon. Mais on a dû composer avec le groupe, donc était plusieurs cardiologues. Il y en a qui étaient un petit peu contre les anti-GP2B3A avant la salle de cathé. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur l'utilisation des 2B3A en préhospitalier? Est-ce que, Patrick, tu ne penses pas qu'il faut quand même évaluer nos délais de transfert? C'est vrai que nous, par exemple, à Marseille, on a des délais très courts parce que c'est en général des patients du centre-ville. Est-ce que la stratégie de B3A préhospitalière n'a pas d'autant plus de sens si on a des délais de 45 minutes à 1 heure? Mais quand les patients sont là en 20-30 minutes, on sait qu'il y a quand même le risque d'erreur diagnostique ou ce genre de choses. Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut quand même moduler un petit peu les choses en fonction du délai? Si, tout à fait. Et je reviendrai sur ce risque hémorragique. Mais il est sûr que quand on a des délais qui sont très courts, et effectivement, on a montré qu'on a des moyennes d'arrivée en salle de cathé de 30 minutes. Hein. C'est des protocoles, attention. On sait très bien que dans un protocole, on est entré dans un protocole, donc le patient, il va aller très vite. Si on prend nos registres, c'est quand même un peu plus long. Hein. Globalement, on a arrivé en salle de cathé autour de 50 minutes plutôt. Mais c'est vrai que il faut utiliser le plus rapidement possible des anti-GP2B3A. On a vu que les P2Y12, c'est bien plus long. Et j'étais très content d'écouter sur le Cangrelor, là, c'était vraiment super. On attend avec impatience l'arrivée de ce médicament dans les camions du SAMU. Juste ma deuxième... oui, je vois. Oui, la deuxième chose, c'est qu'en fait, donc tu disais que le risque hémorragique, il ne faut pas oublier qu'en préhospitalier, on va faire une dose de charge uniquement et pas continuer sur des jours et des jours. Et que toutes les études nous montrent qu'en fait, c'est surtout sur des jours et des jours. La preuve pour la dose de charge chez le vieux, elle est identique pour les P2Y12 avant 65 ans et au-dessus. C'est plutôt quand on donne tous les jours qu'il va falloir faire une demi-dose. La dose de charge, moi je me rappelle très bien avoir amené un patient à Gilles Montalesco en salle de cathé sous Réopro et c'était une dissection. Bon, il a dit c'est pas très grave, c'est qu'une dose de charge, ça va passer. Donc bon. C'est vrai que c'est. Mais comme tu disais dans ta dernière diapo de tout à l'heure, on peut se tromper des fois. C'est vrai qu'on peut se tromper. T'es quand même d'accord que c'est embêtant de mettre un patient qui a une dissection sur Réopro? Tout à fait. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Mais on peut se tromper. T'as montré une diapositive où. Patrick, l'histoire du délai de transfert. Bon, on retombe en plein dans finesse là quand même. Ah non, finesse, c'est pas le délai de transfert. Attends, laisse-moi préciser. Le but de l'étude finesse, c'était de faire du traitement d'amont quand tu avais des délais de transfert élevés. Il s'est trouvé qu'aussi dans finesse, la durée de prise en charge par rapport à la douleur initiale était aussi élevée. Et cette étude, c'est quand même cette étude qui a mené à la recommandation de classe 3 pour les anti-2B3A en upstream. Donc il y a quand même une petite modulation dans ce que tu dis, c'est délai de transfert long, mais prise en charge précoce. Attention. Je suis d'accord avec toi. Non, parce mais que sur la prise en charge tardive, on va pas donner avec délai de transfert long, l'anti-2B3A, on est en plein dans finesse. Et là, on est dans les effets délétères. Finesse avait raison pour tous ses patients, mais nos patients, c'est pas tous les patients de finesse. C'est pour ça qu'il faut faire dans les premières heures, les 3 premières heures, et donc ça répond à la moitié de ta question. Et puis effectivement, des patients qui sont à haut risque, qui sont jeunes, pour éviter ce risque hémorragique. Non, je suis tout à fait d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qui utilise toujours le clopidogrel dans la phase aiguë de l'infarctus? Moi, je l'utilise encore. Voilà, sur des cas sélectionnés, exactement, hein, on est d'accord. Parce que moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi? Il ne faut pas l'abandonner dans... Mais pourquoi, alors, à la phase aiguë de l'infarctus, vous utilisez encore le clopidogrel? Alors qu'il y a une méta-analyse qui montre que... Il y a quelqu'un qui veut répondre à la question pourquoi vous utilisez encore du clopidogrel à la phase aiguë d'infarctus, pour répondre à Patrick?
C'est le SAMU qui décide, donc c'est vous qui utilisez encore. Non. Ah non, là je suis pas d'accord. Le SAMU, normalement, c'est un couple urgentiste-cardiologue. Et il faut. Moi, je pourrais rien faire si j'étais pas à la table avec mes cardiologues. Non, on peut Patrick, pas. tu penses pas quand même que, notamment les patients anticoagulés, les patients très âgés, les patients avec un risque hémorragique, je pense que c'est des patients qu'il est encore licite. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec l'arrivée des nouvelles molécules, le Plavix c'est devenu un poison. Faut peut-être pas non plus. Alors, j'ai pas compris votre réponse. Je croyais que c'était qui n'utilise que du clopidogrel. Ah non, Bien non, sûr non, qu'en non. contre-indication, on va utiliser, et dans l'algorithme qu'on a montré, il y a encore l'utilisation, on a encore le clopidogrel dans le camion, bien sûr. Non, Rien que pour la thrombolyse, déjà. Voilà, et puis c'est vrai que même si tu mets un 2B3A chez un patient qui est sous AVK, il n'aura un nouvel anti-ADP chez un patient qui est sous AVK, de toute façon, il sera supprimé quand il arrivera. Donc ça ne sert pas à grand-chose quand on sait qu'ils n'ont pas une activité qui va être avant plusieurs heures. Donc autant mettre du clopidogrel et pas... Ça, c'est sûr. Même pour des raisons médico-légales, si on a une complication hémorragique, un patient sous AVK, Oui, là je pense qu'on est vraiment contre-indication, je suis d'accord, dans le oui. rouge. C'est dans notre algorithme. Oui. J'ai pas bien vu votre algorithme à la fin. Et justement, la thrombolyse à Paris, c'est dans quel cas dans l'algorithme et c'est quel pourcentage? Alors, je réponds tout de suite à la deuxième question, on n'en fait plus. Dans le cadre du STEMI, parce que dans le cadre de l'arrêt cardiaque suspect d'embolie pulmonaire, on en fait encore tout petit peu. Ça pourrait être, mais j'ai regardé là depuis ces 2 dernières années, Paris intramuros. Pas pareil, en Ile-de-France, on peut tout à fait dépasser ces 120 minutes. Mais ça peut être, mais ça s'est jamais vu, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on garde la métallyse dans les camions. Un brancardage au 27e étage sans ascenseur. Ça peut être ça. Bon, mais exceptionnel. Et donc, dans les différents centres, est-ce qu'il y a encore des indications de thrombolyse? Donc nous, on en fait, ça c'est sûr. Mais ça reste, donc, tous les autres centres, il y a des délais inférieurs à 120 minutes. Donc je pense qu'en France, la prise en charge est bonne. Et pour ceux qui utilisent les nouveaux antiplaquettaires oraux, est-ce que vous les utilisez en préhospitalier ou simplement à l'arrivée au Cath Lab? Qui est-ce qui les utilise en préhospitalier systématiquement? Sur le STEMI, évidemment. Pas tout le monde. Qui l'utilise simplement à l'arrivée au Cath Lab? D'accord, il y a quand même une proportion qui est ni l'un ni l'autre. Donc Thomas, après, pour la durée, alors toi tu fais 1 an après sur un SCAST. Ouais, la règle, ça reste 1 an, mais effectivement, à la lumière des études récentes, je pense finalement dans l'infarctus, c'est pas le stent le problème. C'est vrai qu'on nous a dit on va améliorer les stents, donc vous allez pouvoir raccourcir la bithérapie, mais je pense que dans l'infarctus, il faut faire 1 an parce qu'il y a eu un infarctus. Finalement, peu importe le type de stent, la génération, la taille de la maille, tout ça, c'est à mon avis pas le problème. Par contre, c'est vrai qu'avec DAPT, on va avoir Pegasus, on a le sous-groupe Charisma, ça nous arrive autant d'allonger que de diminuer. Donc c'est vrai que le patient jeune qui va bien sous bithérapie à 1 an, ça arrive de le laisser. Et à l'inverse, le patient âgé sous anticoagulant, très clairement, on ne fera pas 1 an de bithérapie. Qu'est-ce que vous faites dans vos centres pour la durée de la bithérapie après un infarctus? Un peu la même chose. D'accord, donc la règle c'est 12 et puis plus ou moins. D'accord. Oui. Oui. Donc la question, un patient avec un anticoagulant voilà, sous AVK ou NACO. Sous AVK, vous laissez 6 mois quand même? Non, on fait plus court, nous, la triple thérapie. Déjà, le premier message, c'est qu'il ne faut pas mettre les nouveaux. Pas de prasugrel, pas de ticagrelor si le patient est anticoagulé. C'était vrai dans le camion du SAMU, c'est encore plus vrai, je pense, à la sortie. Et le deuxième message, on fait plutôt plus court pour la triple thérapie. On fait 3 mois, voire 1 mois de plus en plus, en fait. Donc on se rapproche de la conduite à tenir hors syndrome coronarien aigu. Alors. Voilà, exactement. Je voulais juste rajouter une petite chose avant de partir, pour lancer un pavé dans la mare. Tu restes, Un sous-groupe, oui, non, mais du micro, partir du micro. On a un sous-groupe qu'on n'a pas publié d'Admiral chez les vieilles personnes, enfin les
les personnes âgées, au-dessus de 75 ans, et on a montré que sans risque hémorragique, parce que ces gens-là ont reçu aussi des anti-GP2B3A dans l'étude Admiral, eh bien on a montré qu'il y avait un gain significatif en termes de critères primaires, infarctus, décès, revascularisation en urgence, c'est chez ces gens-là, au-dessus de 75 ans, avec l'association Réopro dans le camion du SAMU. Ok, merci beaucoup Patrick. On va enchaîner avec la présentation suivante et on va demander à Stéphanie Marlière de Grenoble de venir nous dire s'il faut ou pas thromboaspirer systématiquement et avec ou sans 2B3A.